Dans la présente capsule, nous aborderons les principales modalités d'accompagnement et d'évaluation des stages, dont les moyens de communication, la période de supervision, le journal de bord, les enregistrements vidéo ainsi que les grilles d'observation et d'analyse. Il est important de comprendre que l'évaluation du stage se fait en continu et de manière globale. Il ne s'agit pas ici d'additionner un ensemble de points venant de différentes productions, mais plutôt d'évaluer l'atteinte des cibles d'apprentissage tout au long du processus d'apprentissage. La contribution de la personne stagiaire et de sa superviseur sont essentielles pour accompagner et documenter ce processus tout au long du stage. L'accompagnement et l'évaluation du stage nécessitent des communications entre les personnes impliquées tout au long de sa durée. Pour contacter les professeurs de stage, le courriel est le moyen de communication privilégié, à moins d'une autre indication ou d'une situation urgente. Nous recommandons aux personnes superviseurs et stagiaires d'échanger leur numéro de téléphone pour se joindre en cas d'imprévu. Toutefois, la possibilité d'entrer en contact avec son superviseur ou sa superviseure de stage en cas d'urgence ou de façon impromptue doit être négociée. Ainsi, il est important d'établir des limites claires quant au délai de réponse et aux besoins, identifier les modes de communication à privilégier. Les courriels et les messages textes sont utiles pour communiquer des informations brèves ou poser de courtes questions. Il est important de se rappeler qu'ils peuvent parfois prêter à des erreurs d'interprétation ou de compréhension, puisque le ton ou le contenu implicite du message sont difficiles à déceler. La communication est une composante essentielle tout au long du stage. Pour que la cible demeure le processus d'apprentissage, il est recommandé de maintenir une relation professionnelle entre superviseurs et stagiaires et de prévenir des conflits d'intérêts ou encore des relations doubles, par exemple, éviter de devenir amis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre superviseurs et stagiaires. Dans le même ordre d'idées, accueillir une personne stagiaire à son domicile soulève plusieurs enjeux à la fois éthiques, déontologiques et de sécurité. Nous ne recommandons pas cette option, même aux fins de supervision. Enfin, les relations intimes entre personnes superviseurs et stagiaires sont à proscrire. La supervision est un processus d'échange, d'analyse et de réflexion sur la pratique d'activités professionnelles visant le développement et le maintien de compétences de la personne stagiaire. Elle a aussi une visée de protection du public en s'assurant de préparer de futurs professionnels à réfléchir et exercer la pratique du travail social dans un environnement sécuritaire. La supervision est basée sur une relation interpersonnelle entre une personne professionnelle d'expérience et une personne stagiaire. Il peut s'agir de rencontres individuelles ou de rencontres d'un groupe de plusieurs stagiaires. Que ce soit l'une ou l'autre des modalités ou une combinaison des deux, l'École de travail social s'attend à ce que chaque personne stagiaire bénéficie d'au moins 2 heures de supervision par semaine. La supervision peut se faire à chaud, ce qui comprend les retours immédiats suite à une intervention, une visite à domicile, une réunion, une discussion de cas ou toute autre activité reliée au stage. Cette supervision permet de transmettre des informations facilitant la compréhension des situations, de répondre aux questions émergentes, de recueillir les premières impressions et offrir une rétroaction. La supervision à chaud peut être vue comme la supervision au quotidien ou dans l'action. La supervision à froid, quant à elle, est un temps d'arrêt qui permet d'approfondir, d'aller plus en précision ou dans la finition et de consolider les apprentissages réalisés dans les différentes situations rencontrées. Il s'agit d'un travail planifié et dirigé qui offre un soutien continu et constructif. Dans tous les cas, la participation active de la personne stagiaire est requise et attendue. Dans ce processus, une attention est portée sur les émotions vécues dans les situations d'apprentissage et d'intervention dans une visée de conscience et de connaissance de soi. Le but du journal de bord est de permettre à la personne stagiaire de prendre une distance vis-à-vis des apprentissages expérientiels, de rendre ses réflexions plus claires
de formuler son expérience, de la revoir, de la questionner, de mieux la comprendre et parfois même de la dépasser. C'est aussi un outil d'échange avec la personne superviseure. Ce n'est pas un journal intime. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons 5 sections qui permettent de distinguer et d'approfondir les apprentissages et les réflexions réalisées par la personne stagiaire. Le journal de bord est d'une longueur approximative de 1 à 2 pages. Nous incitons fortement à ce qu'il soit réalisé pendant les heures de stage et ne devrait pas occuper plus que 30 à 40 minutes par semaine. Concernant les commentaires de la personne superviseure, il est important que ce soit une rétroaction signifiante pour la personne étudiante en stage. Ce n'est pas un compte-rendu au professeur de stage. Ainsi, les commentaires peuvent valider les apprentissages réalisés par la stagiaire, souligner son évolution, ses forces, ses défis, les étapes à franchir ou les prochaines tâches à accomplir. Le journal de bord peut aussi faire état de certains points discutés en supervision ou qui devront l'être. La personne superviseure peut également ajouter des éléments qui n'ont pas été nommés par la personne stagiaire. Tel que mentionné, les professeurs de stage font une lecture assidue des journaux de bord afin de suivre le déroulement du stage. Ils peuvent y réagir au tout début pour s'assurer du bon déroulement, mais essentiellement, c'est un outil qui concerne superviseurs et stagiaires. Le professeur de stage ne porte pas un jugement sur les commentaires de la personne superviseure, n'évalue pas son travail d'accompagnement. L'essentiel est de pouvoir suivre l'évolution du stage. La personne stagiaire doit réaliser 2 enregistrements vidéo où elle est en action. La première sera réalisée avant la mi-stage et la deuxième se situe environ 3 semaines avant la fin de son stage. Chacune des vidéos doit être analysée à l'aide d'une grille d'observation. Il s'agit avant tout d'un outil pédagogique qui encourage le développement d'une posture réflexive. Le regard évaluatif porte bien davantage sur l'analyse de vidéos que sur la performance comme telle. La vigilance est primordiale ici pour s'assurer que la vidéo est enregistrée et conservée de façon à assurer la confidentialité et la sécurité des données. Il est impératif d'obtenir le consentement de la personne usagère ou du groupe de personnes concernées par les vidéos. Les vidéos doivent être détruites lors de la dernière journée du stage. L'analyse des enregistrements vidéo se fait à partir d'une grille d'observation. 3 types de grilles ont été élaborées afin de répondre au profil d'intervention, soit une grille pour l'intervention individuelle ou familiale, une seconde pour l'intervention de groupe et une troisième pour l'intervention collective. Chacune des grilles est constituée d'une partie analyse réalisée par la personne stagiaire et d'une autre réalisée par la personne superviseur. Nous suggérons fortement que ce contenu distinct soit discuté en supervision. À noter que ces grilles peuvent être adaptées selon la particularité de l'intervention. Il ne s'agit pas ici de cocher les éléments à savoir si c'est présent ou non, mais plutôt d'utiliser les éléments de la grille pour faire l'analyse de l'intervention, souligner les bons coups et les défis. Les grilles complétées seront déposées par la personne stagiaire sur Moodle avant le bilan de la mi-stage pour la première vidéo et avant la fin du stage pour la deuxième vidéo.